Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Vision du Monde. Cette émission parle d'entrée de jeu du problème que vivent les États africains en particulier et le monde entier en général. Dans une certaine mesure, nous dialectiserons ici tous les dimanches à partir de 19h sur les antennes de Canal Aoussa pour apporter notre pierre de contribution au peuple africain en vue de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser les chefs d'État africains et pour que le développement en Afrique puisse suivre. Nous vous remercions ainsi de nous faire confiance. Je ne me permettrai pas de m'ériger en ma modeste personne en tant que savant dans un quelconque domaine pour exprimer mes opinions, même les plus paradoxales, qui pourraient contredire l'immense savoir de mes lecteurs et de mes téléspectateurs. Je me dois toutefois de raisonner sur certains faits qui marquent mon existence et, comme en l'occurrence, de me prononcer sur les sujets à même d'édifier. J'ai pendant plusieurs mois médité sur le contenu de cette émission avant de vous la présenter. Et j'aurais voulu qu'elle s'attelle uniquement à narrer l'esclavage en dénonçant son atrocité. Mais ayant appris que l'histoire n'est pas dissociable du vécu quotidien et s'écrit chaque jour, je pris encore plus la résolution de la nourrir au regard des faits journaliers des États, en étant contraint dès lors par logique d'évoquer des sujets d'ordre politique et socio-économique afin de démontrer avec plus d'aisance la pertinence de mon doute. L'esclavage subsiste. Celui-ci, au fil du temps, a pris des formes variées et des objectifs précis. L'impérialisme, la colonisation et le néocolonialisme restent à cet effet des exemples qui caractérisent de nos jours, comme par le passé, l'assujettissement de certaines nations par d'autres, aussi bien sur le plan politique, économique que social. Je me suis ainsi fixé de présenter cette émission sur l'esclavage, donc sur l'impérialisme, la colonisation ou sur toute dénomination dont il porte, en me prononçant dès lors sur des sujets d'ordre politique, économique et social, en lésant des régimes politiques, des guerres menées pour la quête des matières premières, les problèmes d'immigration clandestine et bien d'autres. Et ceci non par haine envers un quelconque peuple ou une race, mais par nécessité pour tous afin d'unir et d'apporter l'harmonie entre les nations, sans laquelle les guerres ne cesseront de proliférer et d'installer la désolation. Il faut cependant un débat sincère pour y arriver. Et d'entrée de jeu, celui-ci commencera en Afrique. Non parce qu'elle est plus importante, mais parce que pour le moment, c'est bien ce que me dit mon instinct. Il ne s'agira pas uniquement de dénoncer l'esclavage, l'impérialisme ou la colonisation, mais de montrer par ailleurs que cette doctrine semble jouer un rôle non négligeable dans la situation politique et socio-économique des États actuels, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Il sera donc également question de résoudre un problème donné en mettant l'accent sur l'impact de ces derniers dans le monde et en particulier en Afrique. Cette émission apporte à cet effet quelques réponses à la situation de l'Afrique après les indépendances et aux différentes guerres menées dans le monde. La dialectique du problème africain, présentée ici dans l'émission Vision du Monde, est une vision pour commencer, et pour parler franc également, c'est un journal d'un citoyen du monde à l'afflux des faits quotidiens qui ne peuvent laisser indifférents et principalement en Afrique. Elle n'est pas une œuvre uniquement dédiée aux Africains. Cette émission, elle est aussi dédiée au reste du monde. Cette émission se veut essentiellement pédagogique et n'a cependant aucune restriction, ni de couleur, ni de continent ou de religion pour ceux qui tiennent à s'édifier. J'aimerais ici remercier le tout-puissant Créateur qui m'a accordé sa grâce afin de m'ouvrir les portes de Canal Aoussa pour vous présenter cette émission qui, je pense, édifiera beaucoup de monde. J'aimerais de même remercier le président directeur général de Canal Aoussa qui m'a accordé cette opportunité de vous la présenter. Les seconds remerciements
vont à tous les grands panafricanistes du continent qui travaillent au quotidien pour éveiller davantage les consciences dans le but de changer les conditions de vie des Africains. Enfin, ceux-ci vont aux chefs d'État africains qui soutiennent la jeunesse et le panafricanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Existe-t-il un problème africain? S'interrogerait-on d'entrée de jeu s'il en existe réellement. Or, au regard des nombreuses crises actuelles que vivent les États d'Afrique, et ceci depuis plus de 5 décennies juste après les indépendances, on ne peut manquer de se questionner sur les véritables fondements de tels bouleversements. La montée en puissance des mouvements terroristes qui suscitent au quotidien la panique, la guerre et l'esclavage en Libye comme aux temps anciens, l'immigration clandestine, le problème de la RCA avec des génocides tout comme celui du Rwanda quelques décennies avant, le cas de la RDC, du Mozambique, du Tchad ou de la Côte d'Ivoire il y a quelques années plus tôt, celui du Mali et de la plupart des États du continent qui ne cessent aujourd'hui de vivre des troubles sociopolitiques ou économiques. Existe-t-il donc un problème africain tel que posé? Oui, nous le confirmons. C'est bien évidemment celui de l'instabilité politique. La vraie question est donc celle de savoir quelle en est la cause. C'est dans cette optique que s'inscrit cette émission afin de trouver des solutions aux maux qui minent le continent africain. Nous ne manquerons pas à cet effet de faire une analyse critique sur le politique en Afrique et par ricochet au modèle étatique que prône et exige l'Occident dans cette partie du monde. D'emblée, il conviendra ainsi dans le premier chapitre de cette émission de connaître déjà l'histoire du continent dans son ensemble et de mieux comprendre les enjeux politiques mis en place qui ne cessent malheureusement de plonger celui-ci dans des guerres sans merci. Nous illustrerons et analyserons ensuite, dans la même lancée, des cas tangibles comme celui de la Libye qui montre sur le plan social la profonde cause des conflits en Afrique et par contre-coup les conséquences de ces derniers. Par ailleurs, la dialectique du problème africain présentée dans Vision du Monde vise ici à présenter les méthodes utilisées par certains pays occidentaux qui conduisent constamment les États africains dans un chaos aussi macabre que consternant. Celle-ci de même dialectise sur les idéologies politiques dans le monde et principalement celles imposées en Afrique. La démocratie par exemple, que dire d'un tel modèle politique? Serait-elle un mythe ou une réalité du XXIe siècle? Autant de sujets qui entreront dans cette discussion du problème africain. D'autre part, même si ce n'est que par le biais de cette télévision, notre objectif est celui de libérer l'Afrique de l'impérialisme et aussi du lacisme dont fait preuve les pays africains face aux dominations étrangères, afin que règne la stabilité politique, la paix dont elle a toujours détenu bien avant l'arrivée des puissances occidentales. Car, contrairement à l'histoire travestie qui fait de l'homme africain ou principalement de l'homme noir un indigène et un barbare à qui la civilisation a été imposée par l'Occident, les Africains ont pourtant toujours été des peuples civilisés et solidaires. C'est pourquoi nous trouverons juste d'évoquer dans cette émission le concept de civilisation afin de mieux le définir. La civilisation doit-elle être uniquement perçue sur un plan matériel? Est-ce l'amélioration de la condition de vie de l'homme sur le plan technologique, économique et autres domaines qui n'impliquent pas la morale qui fait de celui-ci un être civilisé? Plusieurs sujets feront ainsi l'objet d'une analyse qui reste évidemment dans le cadre d'apporter des solutions aux problèmes africains. Il n'est cependant pas question de cultiver dans les cœurs des Africains le racisme ou la haine, car les peuples d'Occident sont certainement tous autant indignés que ceux d'Afrique par les politiques impérialistes de leur gouvernement. Mais il s'agit ici plutôt d'éveiller davantage en eux un esprit patriotique afin d'améliorer leur quotidien et de défendre comme d'autres peuples avec la dernière énergie leur liberté et leur richesse contre toute puissance impérialiste afin qu'on ait définitivement sur le continent une vue qui soit celle du panorama du développement et celle d'un territoire autonome et prospère. Cette émission ne sera donc pas une forme de procès à titre personnel contre les peuples d'Europe ou d'Amérique,
mais contre des gouvernements qui vivent des guerres et des génocides perpétrés en Afrique et qui détiennent à la tête les héritiers d'une culture raciste et impérialiste qui, tout comme leurs ancêtres, ne cessent de perpétuer cette tradition. Le citoyen lambda de bonne moralité, et ceci qu'il soit d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, conviendra sans embâche que l'homme mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit sa teinte de peau. Nous qui sommes farouchement opposés à toute politique impérialiste, nous n'admettrons jamais que l'Afrique soit davantage humiliée. Au siècle qui précède, l'esclavage et la colonisation furent. Visiblement, ces doctrines fantasques semblent se présenter de nos jours dans les États du continent sous un aspect inoptique et nouveau où, curieusement, l'opprimé a d'une manière atypique pour idole l'oppresseur. Une véritable incongruité qui amène conséquemment à s'interroger dans des moments où les Africains sont plus que hier confisqués dans une mentalité qui n'a d'égal que leur lacisme face à l'adversité. Des crises ne cessent de naître au quotidien sous la houlette d'un Occident décidé comme par le passé à imposer en Afrique sa suprématie dans l'optique de la piller. Mais fort malheureusement, que font les Africains? Ceux-ci, pour certains, à travers les mers et les océans, vont dans des aventures souvent sans lendemain. Pour d'autres, c'est encore mieux, semble-t-il, de rester bonnement à attendre en terre africaine leur mort prochaine dans des génocides ou dans des guerres civiles organisées. À qui donc la faute en réalité? Les Africains sont-ils totalement innocents ou responsables de leur malheur? Les pays africains sont-ils réellement indépendants? Peut-on dans un futur proche voir en Afrique des pays développés qui disposent librement de leurs ressources naturelles comme ceux d'Europe ou d'Amérique? Encore des questions parmi tant d'autres qui suscitent de nos jours la polémique. Au vu de l'histoire et des faits quotidiens, se pose le problème africain tel qu'évoqué précédemment, et notamment celui de l'instabilité politique qui reste le dénominateur commun à toute nation depuis plus de 5 décennies après les dites indépendances, en engrangeant dès lors des crises sur le plan économique et social. Ainsi, par cette émission, nous acharnerons à démontrer au bout d'une longue controverse cette participation à trouver des solutions aux interrogations ci-dessus évoquées. Cependant, pour mieux cerner notre problème dans cette émission, afin d'apporter des réponses concrètes dans cette grande discussion que nous entamons, nous ne manquerons pas dès lors d'articuler notre problématique sur les causes réelles des conflits en Afrique. Il s'agira dans cette lancée de nous poser des questions de savoir comment justifier d'entrée de jeu autant d'agitation et de troubles en matière politique dans les États africains. Comment expliquer de même que dans la nomenclature des régimes politiques existants, il n'y a que le concept de démocratie qui semble faire l'objet d'une véritable djihad politique en Afrique, alors que jusqu'ici, tout laisse paraître un sentiment d'échec au regard des crises qui ne cessent de naître. Comment comprendre l'ingérence des puissances occidentales et très précisément des anciens colonisateurs dans la gestion politique et économique des États africains? L'entêtement de l'Occident en Afrique à vouloir tout contrôler, est-ce de bonne foi ou de bonne guerre? Les Africains sont-ils simplement inaptes à se prendre en charge? Si oui, comment expliquer dès lors la démarcation de certains pays comme la Libye de Kadhafi en matière de développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations, bien au-dessus même d'un niveau de vie connu au sein des grandes nations en Occident? Et sinon, quelles sont les causes réelles des conflits en Afrique? En effet, pour répondre à ces interrogations, nous vous proposons dans cette émission, au titre d'une dialectique, de faire de nos sujets des thèmes, des sujets de dissertation. Ceux-ci entretiendront dans l'enchaînement du raisonnement des liens étroits, et ceci dans le souci de démontrer avec plus de noblesse la cohérence et la véracité des faits. À cet effet, par une ouverture du débat à la fin de chaque argumentation, nous dialectiserons au fur et à mesure de façon constructive sur des notions nous permettant de mieux comprendre
et de répondre à notre problématique telle que posée plus haut, ainsi que d'apporter des solutions aux problèmes qui a fait l'objet de cette émission. La dialectique du problème africain présentée dans les 7 émissions Vision du monde part dans une logique des faits et de l'histoire en dénonçant par là l'impérialisme, la traite des Noirs, l'immigration clandestine et ses causes, les préjugés sur l'Afrique, les guerres civiles organisées dans le but d'exploiter les matières premières, la mentalité africaine. Celle-ci traite de même les sujets d'actualité et présente par la suite les grands concepts occidentaux qui caractérisent dans les États africains un véritable quiproquo ou démontre ainsi, comme dans le cas libyen, le manque d'unité flagrant qui prédomine de nos jours entre les peuples et les États du continent africain. Par ce procédé, et comme cela pourra se constater, nous aboutirons au fur et à mesure de nos exposés à des conclusions saillantes et fondées par une analyse minutieuse des faits et des concepts en vue d'apporter des solutions à ce problème africain qui, logiquement un peu plus loin dans cette émission, nous conviendrons, pose aussi une problématique sur le plan mondial. Par ailleurs, des excuses à toute personne dont les sujets qu'ils auraient voulu que l'on mentionne dans cette émission n'eussent été évoqués. Ceux-ci le seront dans le 2e volume. Mais les intentions qui animent d'abord cette émission sont celles d'éveiller davantage, comme d'autres l'ont fait avant, la conscience des dirigeants et des peuples africains et de trouver à la limite du possible les solutions face aux maux qui minent le continent. Car le développement de l'Afrique se fera par les Africains et non autrement. Cette émission ne peut donc être à cet effet une humble contribution en interpellant aussi bien les peuples d'Afrique que le reste du monde sur des questions à même d'édifier. Nous marquerons une pause avant de vous présenter le problème africain au paradigme de l'histoire impérialiste en Afrique et des faits quotidiens. Nous y reviendrons. Henri le Navigateur, prince de Portugal, est l'initiateur des premières expéditions autour de l'Afrique qui débutent en 1434 et aboutissent au doublement du cap de Bonne-Espérance par Bartholomew Diaz en 1488 et à la découverte de la route des épices, l'océan Indien, par Vasco de Gama en 1497-1498. Les Portugais établissent des comptoirs Fort d'Elmina sur la côte de l'Or en 1481 et sont bientôt suivis par les Français, les Hollandais et les Anglais. Les nouveaux venus négocient avec les peuples côtiers les produits africains locaux, or, ivoire, gomme, peau d'animaux, et les esclaves contre de la verroterie, des objets de mauvaise qualité et des fusils sommaires. Partout où ils accostent, les ensembles commerciaux et politiques existants ou en cours de formation sont perturbés. Disparition du grand commerce transsaharien et des grands empires, et les systèmes économiques et religieux modifiés. Économie de traite, introduction du christianisme au profit d'un commerce inégal ou honteux que l'on a nommé par traite négrière. Au cours des 4 siècles du commerce des esclaves, des millions d'Africains sont victimes de ce trafic de vies humaines. La plupart sont capturés par d'autres Africains et échangés contre différents biens de consommation. Le premier grand royaume à tirer profit du commerce des esclaves est celui du Bénin dans l'actuel Nigeria, fondé au XIIe siècle. Vers la fin du XVIIe siècle, le royaume du Bénin est supplanté par les royaumes du Dahomey et d'Oyo, ainsi que d'autres royaumes. Au milieu du XVIIIe siècle, les Ashantis de l'actuel Ghana commencent leur ascension. Sous la Zanterraine roi Osei-Koro, qui règne de 1764 à 1777, il s'approche des comptoirs commerciaux européens établis le long de la côte de l'Or, auquel fait partie intégrale le commerce des esclaves. À la fin du XVIIIe siècle, les sociétés philanthropiques britanniques s'opposent à ce commerce. À la suite de la décision Maspiel qui a libéré les esclaves au Royaume-Uni en 1772,
des projets sont établis pour la création d'une colonie d'esclaves libérés en Afrique occidentale. La première tentative, 1787-1790, dans la baie de Saint-Georges, aujourd'hui Sierra Leone, est un échec. Une deuxième tentative, lancée par les abolitionnistes, aboutit à la fondation de Freetown, dans la même région, en 1788-1792. L'exemple de la Sierra Leone attise l'intérêt des libéraux américains et, en 1821, une société américaine philanthropique, l'American Colonization Society, fonde sa propre colonie au Libéria. Les expansions en Afrique orientale sont de même lancées lorsque les Portugais prennent contact avec le royaume de Congo dans les années 1480. Ils s'allient avec le souverain qui se convertit au christianisme. Toutefois, le commerce des esclaves, introduit de force par les Portugais, attise les conflits locaux. À cette époque, près de la moitié des esclaves envoyés vers les Amériques sont originaires de cette région. À partir du milieu du XVIe siècle, les colons portugais profitent de l'éloignement de Lisbonne pour imposer leurs lois au souverain Congo, dont le royaume finit par s'effondrer. Dans le sud, ils fondent Luanda en 1575 pour servir de base arrière à leurs expansions vers l'arrière-pays, qu'ils ne soumettent réellement que vers 1920. Sur la côte d'Afrique orientale, ils soumettent le Monomotapa et isolent le Mozambique du commerce arabe. Les expéditions de Vasco da Gama puis d'Alfonso d'Albuquerque entraînent la destruction de nombreuses cités-États, Kilwa, Hormuz, à l'entrée du golfe arabo-persique. Par ailleurs, la côte d'Afrique de l'Est retombe aux mains de gouvernements locaux ou des marchands musulmans en 1698. Au XVIIIe siècle, elle passe sous le contrôle des sultans d'Oman qui finissent par s'installer à Zanzibar où le sultan Saïd Sayad transfère le siège du sultanat. Début du XIXe siècle, il pousse les commerçants saoudiens à nouer des liens commerciaux avec la région des Grands Lacs et à y établir des comptoirs. C'est avec leur aide que les explorateurs britanniques, Richard Francis Burton et John Hanning Speke, cherchent les sources du Nil en 1858. Lié à celui de l'Ivoire, le commerce d'esclaves est actif dans la région, de nombreux Africains étant capturés pour travailler dans les plantations de clous de girofle à Zanzibar et par les marchés d'esclaves du Proche-Orient. On ne le rappelle pas d'ailleurs. En Éthiopie, l'arrivée des Portugais a permis de repousser une invasion musulmane en 1542. Toutefois, à la suite des querelles doctrinales entre coptes orthodoxes et jésuites portugais catholiques, les Portugais sont expulsés en 1632. L'Éthiopie entre alors dans une période d'isolement et, au XVIIIe siècle, la monarchie est au bord de l'effondrement. Elle s'ouvre de nouveau au monde occidental après la chute du Négu Kassa Théodore II et l'accession au pouvoir de ses successeurs, dont Mélénique II, qui s'appuie sur les Européens pour moderniser son pays. Plus encore, en Afrique australe, les conquêtes sont au paroxysme. En 1652, les Hollandais, qui ont besoin d'une escale sur la route des Indes orientales, c'est-à-dire en Indonésie, s'établissent autour de la ville du Cap. Ils sont suivis par des fermiers adeptes d'une interprétation rigoriste de la religion, les Boers, fermiers en néerlandais. En 1795, les Britanniques occupent l'Afrique du Sud, mais ne peuvent retenir les Boers qui émigrent vers les riches vallées du Val, où ils rencontrent les Zoulous et d'autres peuples bantous se dirigeant vers le sud. Il s'ensuit une succession de guerres caves où les Africains, moins bien armés, subissent de lourdes pertes. Bataille de Blood River en 1840 par exemple. Les Boers fondent d'éphémères républiques Boers, Transvaal, État libre d'Orange, mais se heurtent aux Britanniques qui ont mesuré l'importance de la région après la découverte du diamant à Kimberley en 1867. Ainsi, vu les différentes richesses que possède l'Afrique, le continent africain devint cependant pour l'Occident une évidence dont il fallait néanmoins établir les règles du jeu. Dès lors, à la fin du XVIIIe siècle, l'intérêt scientifique et la recherche de nouveaux marchés et des matières premières stimulent davantage une période d'exploration européenne. L'explorateur britannique James Bruce
atteint la source du Nil bleu en 1770. Son compatriote, Mungo Park, visite Ségou sur le Niger 1796. Le français René Caillé atteint Tombouctou en 1828 et l'allemand Henri Bach visite la même cité quelques temps plus tard, à partir de Tripoli et du lac Tchad. Le missionnaire britannique David Livingstone explore le Zambèze et, en 1855, découvre les chutes Victoria. En 1863, les explorateurs britanniques John Annisby venant du sud et Samuel Baker venant du nord résolvent en partie le mystère des sources du Nil. À la suite de ces explorateurs arrivent les missionnaires chrétiens, puis en grand nombre les marchands européens. Et dès cet instant, avec le développement des intérêts privés en Afrique, l'engagement européen s'intensifie. Les Français entament la conquête de l'Algérie et du Sénégal dans les années 1830. L'occupation systématique de l'Afrique tropicale commence au cours de la seconde moitié du 19e siècle dans le sillage des explorations. Les premières missions européennes qui pénètrent à l'intérieur se heurtent aux États en voie de constitution. Mais le continent a été ravagé par la traite des Noirs et l'importation de fusils. Les chefs africains ne peuvent s'opposer à la pénétration européenne qui abandonne ici l'économie de traite, c'est-à-dire échange des produits de la cueillette contre des biens manufacturés sans valeur pour la recherche de matières premières destinées à alimenter les usines européennes. En 1876, le roi des Belges, Léopold II, fonde l'Association internationale africaine, une société privée chargée de l'exploration et de la colonisation au Congo à son seul profit. Son principal agent est l'explorateur et journaliste américain Henry Stanley. En 1884, la rivalité entre les puissances européennes à la recherche de nouveaux territoires aux frontières inexistantes menace les relations internationales. La conférence de Berlin 1884-1885, les puissances occidentales et l'Empire ottoman définissent leurs sphères d'influence respectives, laissant la délimitation des frontières encore inconnues à une date indéterminée. L'accord principal concerne surtout la navigation sur les fleuves Congo et Niger. En fait, sans le formuler explicitement, les puissances de l'époque se partagent ce que le roi Léopold II a appelé le gâteau africain. Au cours des 15 années suivantes, de nombreux traités sont négociés entre les nations européennes, appliquant ou modifiant les causes de la conférence. La crise de Fashoda, en 1899, marque le renoncement de la France au territoire faisant partie de la vallée du Nil et le triomphe de la politique impérialiste britannique dite du Cap au Caire. Aucun État africain n'a été invité à la conférence de Berlin. Les décisions prises se heurtent à une résistance lors de leur application partout où la situation le permet. Les Français font face à une révolte en Algérie, 1870, et mettent longtemps à contrôler le Sahara, 1881-1905, mais 1920 en Mauritanie. Dans l'ouest du Soudan, Samori Touré et Amadou, fils et successeur d'El Hadj Omar, tentent en vain de garder leur indépendance. Le Dahomey est occupé par les forces françaises en 1892 et l'Ouadaï, au Tchad, est la dernière région à tomber aux mains des Français, bien sûr avec la bataille de Kousséri contre Rabat en 1900. Les Britanniques connaissent une résistance similaire avec les Boers d'Afrique du Sud au cours des périodes 1880, 1881 et 1999-1902. Des émeutes se déclarent dans les pays Ashanti, Côte de l'Or, entre 1893 et 1900, ainsi qu'en Sierra Leone, 1897. La conquête des États Haoussa dans le nord du Nigeria se heurte aussi à une forte résistance. 1901-1903, révolte de Sokoto en 1906. Les Allemands qui ont colonisé dans les années 1880 les actuels États de la Tanzanie, du Burundi et du Rwanda sous l'appellation d'Afrique orientale allemande tentent d'exterminer les Hereros de Namibie 1904-1908 et dans l'actuelle Tanzanie doivent faire face à la révolte des Maji-Maji 1905-1906. Seule l'Éthiopie de l'empereur Ménélik II,
qui règne de 1889 à 1909, résiste à la conquête européenne, victoire d'Adwa sur l'Italie en 1896. Et une fois les territoires pacifiés, les Européens construisent des routes et des chemins de fer afin de faciliter l'acheminement des matières premières vers les ports. Il faut entrer les populations dans un système économique en instaurant un système d'impôts payables en numéraire grâce à l'introduction de cultures industrielles dites de rang, arachide, coton, huile de palme, sisal, ou sous la forme de travail non rémunéré, le travail forcé pour la construction des infrastructures, routes, barrages. Au cours de la Première Guerre mondiale, les territoires africains allemands sont conquis et la Société des Nations en fait des territoires sous mandat des puissances alliées. Des dizaines de milliers d'Africains sont réquisitionnés pour combattre dans les armées alliées sur les champs de bataille européens. Après la Première Guerre mondiale, les puissances impérialistes accordent une plus grande attention à l'enseignement, aux services médicaux et à l'aide au développement, ainsi qu'à la sauvegarde des droits fonciers des Africains dont ils voulaient faire de futurs consommateurs. Néanmoins, les colonies blanches comme l'Algérie, la Rhodésie du Sud, aujourd'hui le Zimbabwe et le Kenya, obtiennent une certaine autonomie interne. Entre les deux guerres, différentes formes de mouvements nationaux et de protestation africains émergent, mais leur activité se limite aux Africains d'éducation occidentale. Des partis de masse se forment uniquement en Égypte et en Algérie. L'Éthiopie est envahie par les Italiens en 1836 et ne regagne son indépendance qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce conflit, les Africains sont encore plus nombreux à servir dans les armées alliées et constituent même la majeure partie des troupes qui remportent les premières victoires de la France libre. Nous avons la prise de Koufra sous les ordres du général Leclerc en 1941. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances coloniales européennes sont physiquement et psychologiquement affaiblies et font face à plusieurs révoltes dans leurs colonies pour la lutte des indépendances. Ainsi, en Afrique du Nord, la France se heurte dès 1947 à des revendications nationalistes violentes auxquelles répond son refus de voir appliquer des réformes en faveur des populations locales. La guerre d'Algérie, conduite par des dirigeants comme Ferhat Abbas et Ahmed Ben Bella, commence en 1954 et se poursuit jusqu'à l'indépendance du pays en 1962, 6 ans après l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. En Afrique noire, après avoir mis en place l'Union française, la France prépare ses colonies à l'autonomie par le vote de la loi cadre de fer 1956, puis instaure la communauté française 1958. Dans les années 1960, la décolonisation devient effective avec l'arrivée au pouvoir d'anciens représentants africains à l'Assemblée nationale. Nous avons par exemple Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Modibo Keïta au Mali, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Sékou Touré en Guinée, etc., etc. Dans les entreprises britanniques, du moins dans ces territoires britanniques, le changement s'accélère également. Les partis nationalistes qui reculent dans des groupes sociaux, ethniques et économiques aussi larges que possible commencent à se former. Le Soudan accède à l'indépendance en 1956. Pendant des années 1950, les activités du mouvement terroriste Momo au Kenya et le charisme de dirigeants populaires comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Julius Nyerere en Tanzanie accélèrent le processus. L'indépendance du Ghana en 1957 déclenche une série en chaîne de revendications nationalistes. À la fin des années 1970, pratiquement toute l'Afrique est indépendante, sauf les possessions portugaises d'Angola, du Cap-Vert, de Guinée-Bissau, de Sao Tomé et du Mozambique, qui, après des années de lutte violente, accèdent finalement à ce que nous pourrons dire indépendance. En 1974-1975, à la faveur des révolutions portugaises, la France, par exemple, elle, donne l'indépendance aux Comores en 1975, exception faite de l'île de Mayotte qui a voté contre. Djibouti l'obtient en 1977. Le Zimbabwe accède légalement à sa seconde indépendance en 1980 après des années de lutte. Une fois terminées les luttes pour les indépendances,
les nouveaux États africains sont confrontés au problème de l'État-nation. Les membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, établissent le principe de l'intangibilité des frontières pour éviter les conflits territoriaux nés du découpage arbitraire des pays à la conférence de Berlin 1884-1887. À l'indépendance, les mouvements nationalistes dominants s'installent de manière permanente au pouvoir. Les jeunes pays africains sont confrontés à la manifestation de divisions ethniques, dont la guerre du Biafra, opposant à la fin des années 1960 le Nigeria au peuple des Igbo, avec pour enjeu la richesse pétrolière de la région, qui est l'un des exemples les plus sanglants. Au nom de l'unité nationale et de la lutte contre le tribalisme et le vote ethnique, le multipartisme est souvent remplacé par des régimes de partis uniques lorsque les gouvernements issus de l'indépendance se révèlent incapables de répondre aux attentes des peuples. L'armée occupe le devant de la scène, promettant de remettre le pouvoir aux civils dans un délai déterminé. Ces militaires, souvent issus des classes populaires et parfois aidés par les Occidentaux, que ce soit par des armées régulières ou par des mercenaires, s'opposent en gardiens efficaces et sincères des intérêts du peuple. Le goût du pouvoir fait son œuvre et les régimes militaires se révèlent aussi corrompus que leurs prédécesseurs, voire sanguinaires, comme en Ouganda, sous Idi Amin Dada, ou en République centrafricaine, avec Jean-Fidèle Bokassa. Jusqu'à la fin des années 1980, de nombreux dictateurs africains autoritaires et corrompus conservent ainsi le pouvoir en bénéficiant du soutien des grandes puissances pour des raisons stratégiques liées à la guerre froide. Au tournant des années 1980-1990, la chute du communisme induit un mouvement de démocratisation en Afrique, avec l'établissement de systèmes multipartis dans plusieurs pays. Le Niger, le Mali, le Malawi, la Zambie, par exemple, et un début de règlement des grands conflits qui ensanglantent le continent, en particulier en Érythrée, qui accède à l'indépendance en 1993. Et en Angola, la Namibie voisine s'étant libérée de la prise sud-africaine en 1990. Le démantèlement pacifique de l'apartheid en Afrique du Sud, avec la tenue d'élections multiraciales en 1994 et l'élection de Nelson Mandela à la présidence de la République, résonne comme la renaissance démocratique de l'Afrique. Le processus tend à provoquer la résurgence des questions régionalistes, comme au Sénégal avec la crise casamançaise et l'éclosion du fondement interne dégénérant en guerre civile sanglante. La région des Grands Lacs est ainsi le théâtre en avril 1994 du génocide perpétré au Rwanda contre les Tutsis et les Hutus modérés, puis de la guerre civile en République démocratique du Congo ex-Zaïre, après le renversement du régime du maréchal Mobutu en 1997, avec une régionalisation du conflit sur fond de lutte pour l'appropriation des ressources minières. De même, en Afrique de l'Ouest, la guerre civile au Libéria se propage au Sierra Leone voisin, modèle de stabilité sous le régime autoritaire de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, en 2002, plonge aussi dans une guerre civile, née de divisions ethniques et religieuses exaspérées par les pressions démographiques et les difficultés économiques et sociales. Au milieu des années 2000, plusieurs conflits perdurent, en particulier en Somalie et au Soudan, déchirés par des guerres civiles depuis son indépendance en 1956 et en plus avec l'explosion en 2003 d'une guerre civile au Darfour. Si de manière générale, les principes démographiques se diffusent, l'Afrique ne connaît pas de réel développement économique et peine à briser le cercle vicieux qu'alimente l'instabilité politique, la corruption, la pauvreté et l'endettement. Dans le cas de la mondialisation, les raisons pour lesquelles le continent africain peine à se moderniser, contrairement à l'Asie, s'expliquent en partie par sa place extrêmement faible dans les échanges internationaux. Une position héritée de son passé colonial, puis du système mis en place par les puissances industrielles occidentales qui ont spécialisé l'Afrique dans l'exportation de matières premières, avec des revenus soumis aux fluctuations des coûts mondiaux et l'importation de produits manufacturés.
Les solutions proposées par les institutions financières internationales, Fonds monétaire international et Banque mondiale, sans prendre en compte les besoins spécifiques des pays en développement, ont contribué à alourdir le service de la dette publique et entraver l'amélioration des conditions de vie des populations, en matière de santé et d'éducation notamment. Au tournant des années 2000, cependant, plusieurs chefs d'État africains prennent conscience de la nécessité de développer le commerce régional afin de renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondialisée. La transformation de l'OUA en Union africaine en 2002 témoigne de cette dynamique. De même, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, adopté en 2001, est conçu comme un contrat avec les pays développés proposant d'échanger bonne gouvernance et libéralisme contre investissement massif et aide au développement. Ces initiatives sont ainsi le signe de l'émergence d'une responsabilité collective, mais qui néanmoins traîne véritablement à prendre de l'élan. Tout compte fait, la question fondamentale que l'on ne peut éviter de se poser une fois de plus et qui fait l'objet de cette émission également est celle de savoir quel est le réel problème de l'Afrique au regard de tout ce qui vient d'être décrit. Et comme nous avons pu constater, il s'agit bien de l'instabilité politique entretenue par des facteurs aussi bien politiques ou géopolitiques et socio-économiques que nous ne tardons pas à évoquer davantage. Mais au-delà de tout ce qui a été dit, nous retiendrons que l'Afrique, dans le cours de l'histoire, a connu la barbarie de l'esclavage, ensuite la colonisation et de nos jours le néocolonialisme. Elle reste manifestement depuis toujours assujettie à l'Occident à partir de l'époque de l'humaine traite négrière qui valut cet illustre surnom de nègre à l'homme noir et dont certains narcissiques, barbares et ignorants ne cessent dans nos sociétés actuelles de narguer comme injure dans leur quotidien à toute personne, disent-ils, de couleur. Question d'immoralité, certainement. Moralité et barbarie qui marquent malheureusement de ce fait une domination ahurie, notamment par une éternité d'esclavage, semble-t-il, jusqu'à nos jours, avec la nouvelle stratégie coloniale. Ce fameux néocolonialisme, fils de la colonisation et petit-fils de l'esclavage. Ainsi, comme nous venons si bien de l'exposer, l'histoire nous rappelle sans cesse un continent affaibli et vidé de ses hommes les plus robustes et valeureux qui furent amenés d'une part en Europe et d'autre part en Amérique pour la grande construction du monde. Cette construction qui a été à la base de l'impulsion agricole et industrielle de l'Europe ainsi que de l'Amérique nouvellement découverte. Au triste sort des faits, même aussi vieux de quelques jours, l'Afrique a dû payer au prix le plus fort les fondamentaux de l'évolution industrielle du monde, d'abord par ses ressources humaines, ensuite par le potentiel de son sous-sol et de son sol. L'on ne saurait donc, au risque de feindre l'ignorant, oublier de reconnaître le continent africain comme la véritable vertèbre de l'industrialisation occidentale. Les champs de canne à sucre, de coton, de blé, d'EVA et autres qui ont indéniablement parcouru l'Europe comme l'Amérique au grand prix du lourd sacrifice des Africains participaient en grande partie à l'industrialisation de l'Occident. L'Afrique, dans toute la réalité de l'histoire, reste malheureusement encore hier comme aujourd'hui la principale ressource dans la quête des matières premières pour le développement des industries occidentales, soit la clé de survie même de l'économie de ces États d'outre-mer, bien que traités de pauvres. Elle demeure donc visiblement, à cause de ses richesses dans la planète, pour les États impérialistes, une véritable proie qui suscite davantage pour ses prédateurs au fil du temps une faim inassouvie et un désir vorace d'être toujours rongé. Et sur le plan économique, politique ou géopolitique, les faits quotidiens et l'histoire ne nous en disent donc pas autant. Il est pourtant indéniable que si l'Occident a depuis toujours participé à ce que l'on qualifierait de chasse au trésor en Afrique, prenant dès lors en otage la liberté des peuples africains. Autrefois, la balkanisation, la traite négrière, la colonisation et de nos jours, le néocolonialisme matérialisé par la domination indirecte, le culte de la divinisation et de la dépendance aux Occidentaux,
qui ne sont que des évidences, démontrant ainsi cet esclavagisme perpétuel que vit l'Afrique. Les puissances occidentales, et notamment les anciennes puissances colonisatrices, soumettent continuellement les États du continent africain sur tous les plans, et aussi bien dans les domaines politiques, économiques et sociaux. En politique, par exemple, on assiste à des dictats. Aucune souveraineté des États n'est visible. Ce sont les gouvernements occidentaux qui décident de la politique interne des pays en Afrique. Les cas les plus instructifs sont ceux de la RDC, du Rwanda ou de la Libye de Kadhafi, dont nous exposerons dans les chapitres suivants. En économie, les échanges sur le marché mondial sont inégaux. Les produits africains sont achetés à vil prix étant donné que le coût d'achat est fixé par l'Occident et la valeur monétaire, quant à elle, reste très faible et subit de façon permanente des dévaluations. La coopération est ici la continuation de la colonisation par d'autres moyens. La nature néocoloniale des accords sera explicitement reconnue par le président Giscard d'Estaing 15 ans plus tard, après la vague des indépendances en Afrique, lors d'une interview vérifiable d'ailleurs sur le net, concernant le sommet franco-africain du 10 mai 1976, en rappelant que il faut enlever au concept de coopération la notion d'impérialisme sous toutes ses formes. Car au moment où se négocient les indépendances des colonies françaises d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, la France met en place un système de coopération, c'est-à-dire un ensemble organisé et articulé d'éléments plus ou moins interdépendants pour perpétuer la colonisation. Le traité de coopération et de défense que la France signe formellement avec ses colonies est bâti selon une architecture et un contenu unique. Il inclut l'ensemble des domaines de coopération: zone franc, coopération commerciale et douanière, coopération culturelle, coopération militaire, etc., etc. Ce système s'impose en bloc pour les anciennes colonies, comme le souligne de manière paternaliste le Premier ministre Michel Debré le 15 juillet 1960, comme on peut même l'apercevoir sur le web d'ailleurs, lorsqu'il s'adresse au futur président de l'État gabonais. Il dit: on donne l'indépendance à condition que l'État s'engage, une fois indépendant, à respecter les accords de coopération signés antérieurement. Il dit: il y a deux systèmes qui entrent en vigueur en même temps, l'indépendance et les accords de coopération. L'un ne va pas sans l'autre. Ici, comme dans la plupart des États africains, et ce précisément en Afrique francophone, on voit bien l'accession aux indépendances comme une espèce de liberté conditionnelle. Tout est ainsi défini, de sorte que l'action impérialiste se perpétue. Les anciens colonisateurs veulent dès lors établir un plan de contrôle ou de domination sur leurs anciennes colonies qui sera basé sur une coopération frileuse dans le maintien de leurs intérêts avec en plus comme appât un système d'aide néocolonial. Cependant, afin d'instaurer un véritable système économique esclavagiste dans le but d'exploiter perpétuellement les matières premières, ces aides sont très souvent octroyées aux pays avec intérêt généré à l'infini, sachant qu'ils ne peuvent rembourser. Cette stratégie émane de la volonté toxique de l'Occident à faire de l'Afrique un maigre et éternel nourrisson davantage à contrôler et l'exploiter. Et comme le rappelait ainsi le leader ghanéen Kwame Nkrumah, l'impérialisme, quand il se trouve en face de peuples militants des anciens territoires coloniaux d'Asie, d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique latine, change de tactique. Sans hésitation, il se débarrasse de ses drapeaux et même de certains de ses représentants les plus haïs. Ceci veut dire, proclame-t-il, qu'il donne l'indépendance à ses anciens sujets et que cette indépendance sera suivie d'une aide accordée à leur développement. Sous le couvert de phrases de ce genre, il met pourtant au point d'innombrables méthodes pour réaliser les objectifs qu'ils atteignaient naguère grâce au simple colonialisme. C'est l'ensemble de ces tentatives pour perpétuer le colonialisme sous couvert de liberté que l'on appelle le néocolonialisme. La coopération envisagée n'est donc que la poursuite de la dépendance sous de nouveaux atours. Un grand nombre de responsables politiques de l'époque ne s'en cachent d'ailleurs pas, à commencer par le Premier ministre Michel Debré et par le général de Gaulle. Celui-ci revient sur les objectifs de la coopération dans une série d'interventions du début de la décennie 60. Ces allocutions télévisées, vérifiables sur le web,
en consultant d'ailleurs le site de l'INA, conférence de presse du 11 avril 1961, conférence de presse du 31 janvier 1964, allocution du 16 avril 1964, etc., répète une même série d'arguments. Fierté de l'œuvre accomplie dans les colonies, nécessité de poursuivre l'œuvre civilisatrice, changement d'époque rendant nécessaire la décolonisation, coopération comme relais pour garder des zones d'influence politique et économique face aux concurrents, etc. La coopération gaulliste est bien un projet de maintien de la dépendance dans une forme moins décrédibilisée et moins délégitimée que la colonisation directe. Il suffit donc de jeter un regard sur un de ces accords coloniaux, le traité de coopération et de défense que la France signe avec ses colonies au lendemain des indépendances. Pour saisir les mécanismes de cette dépendance maintenue sur les plans économiques, commerciaux et douaniers, en voici quelques exemples. L'accès aux minéraux stratégiques. La plupart des accords signés entre la Centrafrique, le Congo, le Tchad et la France prévoient une annexe aux matières premières et produits stratégiques qui sont précisés comme suit. Les hydrocarbures liquides, gazeux, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, l'hélium, l'annexe énonce dans son article 4. La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad réserveront à la satisfaction des besoins de leur consommation intérieure les matières premières et produits stratégiques obtenus sur leur territoire. Elle accorde à la République française une préférence pour l'acquisition du surplus et s'approvisionne par priorité auprès d'elle en ces matières et produits. Elle facilite leur stockage pour les besoins de la défense commune et lorsque les intérêts de cette défense l'exigent, elles prennent les mesures nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation à destination d'autres pays. Dans un langage plus clair, ces lignes se traduisent comme suit. Les matières premières stratégiques de ces pays sont réservées à la France. Prenons un autre exemple. L'accès au marché. Les mêmes accords prévoient un accès privilégié au marché africain pour la France, libellé comme suit dans l'article 12. Les parties contractantes conviennent de maintenir leurs relations économiques dans le cadre d'un régime préférentiel réciproque dont les modalités d'application pourront être précisées par accords spéciaux. Ce régime préférentiel a pour objet d'assurer à chacune des débouchés privilégiés, notamment dans le domaine commercial et tertiaire, ainsi que dans celui des organisations des marchés. Et effectivement, dans un langage plus direct, cet énoncé peut se traduire comme suit. Les exportations de produits agricoles et miniers des pays africains sont réservées à la France et l'accès au marché africain est prioritairement accordé aux entreprises françaises. En outre, l'article 13 du même accord prévoit l'exonération des droits de douane pour les parties contractantes. Et dès le début, d'autres critiques se sont fait attendre en Afrique, mais également en France d'ailleurs. Et les quelques exemples cités suffisent à illustrer que ces critiques n'étaient pas exagérées. Les accords bilatéraux de coopération concernent beaucoup moins les États africains que les grands groupes industriels français ainsi que leurs centaines de filiales travaillant sur place en Afrique. Et résume de même l'anthropologue congolais Prakis Yengo. Ainsi, le cas de certains pays en Afrique nous interpelle, notamment ceux de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, avec en plus le cas d'une monnaie coloniale dont ils disposent. L'impérialisme tel que nous venons de le remarquer a pris de multiples facettes sur le plan politique et économique dès le lendemain des indépendances. C'est d'ailleurs ce qui amène la France sur le plan économique à imprimer dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, soit en décembre 1945, le franc CFA au détriment de 14 États africains. Ce qui lui permettra par la suite de financer une partie de sa dette, car il faut rappeler que celle-ci retenait déjà jusqu'en 1973 la totalité des devises provenant des exportations de ces 14 pays africains sur des comptes d'opération, 65% jusqu'en 2005 et 50% dès 2006. Des recettes en devises, notamment des exportations dans le monde entier de l'or, du diamant, du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du cacao, du coton, de l'EVA, etc., qui sont reversés à moitié au trésor public français. La France peut, si elle le désire,
contingenter la production du franc CFA ou la dévaluer. Ce qu'elle fit en 1994 avec le FMI et les États-Unis, générant des conséquences très dures pour les pays africains. L'impérialisme a donc de nos jours de nouveaux atouts. Celui-ci de même, sur le plan social, a des conséquences très dures pour les pays africains. La véritable norme sociologique voudrait malheureusement que l'homme africain soit éternellement un soumis et un encadré sur tous les plans. Ceci passe déjà par la soumission à un mode de vie, à une certaine culture impropre à l'Afrique, qui s'observe par des idéologies que l'Occident prône et exige comme étant morales à côté des autres qui ne sont que barbares. Ainsi, l'homme africain semble être considéré comme un indigène à qui la civilisation doit être imposée par étant d'après le colon dépourvu de bon sens ou de morale. Il doit être ainsi encadré, éduqué et soumis à des règles que seul l'Occident jugerait nécessaires. Dès lors, tout comme en politique, en économie, dans le domaine de l'éducation et autres domaines, tout n'est que le reflet d'un système à l'occidental. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, comment expliquer cependant qu'en Afrique, les langues et de surcroît étrangères constituent une véritable arme de division et de destruction, soit une arme géopolitique? Il est donc tout simplement clair que l'Afrique n'est pas encore indépendante. Et c'est évidemment cette acculturation, ce manque de souveraineté si flagrant qui contribue négativement à l'écroulement du ciment identitaire et donc à la désunion des peuples africains. Car s'identifiant aux autres et non à eux-mêmes ou à leurs racines. Et bien que l'ouverture aux autres soit incontournable, Cheikh Hamidou Kane se demandait néanmoins dans l'aventure ambiguë si ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on oublie. Le cas du Cameroun au sujet de la crise anglophone nous interpelle ainsi à mieux cerner la quintessence de ses propos. Et à ce sujet, nous ne perdons pas d'encre, car il est évident que celle-ci est inhérente à l'action impérialiste occidentale en Afrique. Nous le démontrerons d'ailleurs un peu plus loin avec d'autres pays afin que la nation camerounaise elle-même tire ses propres conclusions. Mais néanmoins, cela démontre que les Africains ont manifestement appris à vivre à la cadence occidentale depuis toujours en se laissant détruire par des conflits internes au grand profit de l'Occident. Les États d'Europe ne cessent de piller le continent africain en exploitant les richesses du sol et du sous-sol au détriment du bien-être de ses peuples. Car, démontrant ainsi qu'ils aiment curieusement l'Afrique, mais visiblement pas les Africains. C'est en réalité de l'or qu'ils veulent, du diamant, du colbert, de l'uranium, du pétrole, et de ce fait, se moquent éperdument que les Africains meurent de famine et de guerres qui ne sont que les conséquences de cette politique impérialiste menée en Afrique. Nous conviendrons donc que si les Occidentaux aujourd'hui, comme autrefois, sont attirés par l'Afrique, c'est tout simplement à cause des richesses qu'elle regorge. Et partant, celle-ci, logiquement parlant, ne peut être vue comme un continent indigent. Or, ce qui est un véritable paradoxe au regard de la majorité des pays africains qui croupissent encore dans la misère. On en arrive là donc à une absurdité. L'Afrique est riche, mais les pays africains pauvres. Pour comprendre cette réalité, plusieurs éléments pourront à cet effet faire l'objet d'une controverse dont nous ne manquerons certainement pas d'expliciter au cours de cette dialectique. Toutefois, nous reconnaissons que même avec toutes ces richesses, l'Afrique est condamnée à végéter car, comme nous venons si bien de le démontrer, elle est asphyxiée aussi bien sur les plans politiques, économiques que sociaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons ainsi donné un élan probant, certain, pour le développement de l'Afrique par ce média. Nous espérons que cette émission vous a plu et vous a apporté un plus dans votre conscience afin que vous soyez des flambeaux auprès de vous pour conscientiser le peuple africain pour qu'enfin les Africains puissent prendre leur élan. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. À dimanche prochain, même heure. Merci à tous.